pour la suite. Merci de votre fidélité à la TFM. Avec nous ce soir, Monsieur Makodou Sène. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, vous venez de publier cet ouvrage, l'administration d'État au Sénégal face au défi de la transformation, ces réformes incontournables. C'est un livre didactique que tout aspirant à servir l'État devrait lire, parce qu'au-delà de ces réformes nécessaires dont vous parlez, l'agenciarisation à tout va, vous raconter dans ce livre les différentes phases de l'administration sénégalaise, de la commission de rationalisation des structures et des publics sous Senghor, en passant par le programme national de bonne gouvernance de Wade et au PAMA de Macky Sall, le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Mais d'abord, Monsieur Sène, vous êtes ancien DAGE de la primature, vous avez occupé diverses fonctions dans l'administration au niveau central, déconcentré et décentralisé. Ma question, c'est est-ce que ce livre est né d'un constat, celui du faible rendement de l'action de l'État, du fait d'innombrables dysfonctionnements que vous avez vécu et subis, peut-être? Merci, Chérif. Permettez-moi tout d'abord de saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs. Vous me permettrez ensuite d'apporter quelques précisions, oui, parce que c'est important, sur le domaine du livre, de l'ouvrage. Alors, l'intitulé de l'ouvrage, c'est l'administration d'État au Sénégal face au défi de la transformation, ces réformes incontournables. Le livre traite de l'administration d'État. Vous le savez, l'État est une personne juridique, une personne morale, sujet de droit, qui a donc des droits et des obligations. Oui. Mais l'État a aussi des démembrements, comme les collectivités territoriales, les communes et les départements, aujourd'hui. Oui. Mais de l'autre côté, vous avez d'autres personnes morales, démembrements de l'État qui constituent le secteur parapublic. Par exemple, un établissement public est un démembrement de l'État, une société nationale est un démembrement de l'État. Alors donc, l'étude ne porte pas sur ces démembrements de l'État. C'est pourquoi je l'ai intitulé l'administration d'État. Oui. Il s'agit donc des services non personnalisés de l'État, oui, qui sont au niveau central et au niveau déconcentré, autrement dit au niveau des régions. Cette précision-là était utile. Oui. Maintenant, en ce qui concerne votre question précisément, oui, c'est vrai qu'une administration, pour être performante, doit avoir des structures rationalisées. Cela est évident. Or, malheureusement, depuis quelques années, nous avons assisté à une prolifération de structures, à tous les niveaux. Au niveau central, je l'ai dit, on a assisté à une prolifération des ministères, oui, qui sont passés de 34 au minimum à 37 maximum. Oui. Les agences, avant 2006, on en avait 5. En 2010, 6 déjà, on en était à 53. Et on peut multiplier les exemples. Oui. Les autorités administratives indépendantes telles que la Sénat, le CNRA, etc., oui, ont été créées aussi. Et donc, on a assisté à une prolifération. La conséquence, c'est quoi? Ce sont des dédoublements, des doublons qui sont source parfois de conflits de compétences. Ça aussi, je pense qu'il y a eu des exemples récents. Oui. Et donc, pour que l'administration soit efficace, il faudrait mettre fin à cela en rationalisant les structures. Oui. Et la rationalisation passe nécessairement par une réduction. Et au niveau déconcentré aussi, au niveau des régions, oui, je l'ai dit, on a beaucoup de régions, on a beaucoup de départements, on a beaucoup d'arrondissements. Et là aussi, à mon avis, c'est parce que aujourd'hui la loi de 72 relative à l'administration territoriale dispose que les limites, le ressort territorial, ainsi que le chef-lieu des circonscriptions administratives sont fixés par décret. Simplement. Mais il n'y a pas de critères juridiques permettant de créer ces... Donc, ce droit-là n'est pas encadré. Oui.
il est laissé donc une large manœuvre au président. On a créé des agences sans des définitions du statut juridique. Non, au départ, c'était le cas, mais quand même, depuis 2009, il y a une loi d'orientation qui a encadré cette création. Mais comme je le disais tout à l'heure, au niveau des régions, ce n'est pas le cas. Et vous savez, le découpage administratif devrait, à mon avis, obéir à un certain nombre de critères. Alors, d'abord, à des critères liés aux exigences de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, comme c'est dit, c'est donc la répartition des hommes, des activités, des infrastructures dans l'espace suivant une vision prospective et compte tenu des exigences de l'environnement. Alors, vous faites des propositions concrètes dans ce livre qui, je le rappelle, aide à comprendre la science administrative et qui donne aussi à réfléchir sur le fonctionnement de l'appareil administratif. Vous relevez d'ailleurs 5 caractéristiques à ce propos, dont la subordination au pouvoir politique Makodoussen, qui trouve des limites, dites-vous, à la fois dans la continuité du service et la technicité des fonctionnaires. Expliquez-nous. Voilà. Effectivement, le fonctionnaire est soumis à l'autorité politique. Et c'est à ce titre-là que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires supérieurs. Mais, effectivement, la limite, c'est que le président de la République, il a beau être président, mais il ne peut pas maîtriser toutes les contraintes, toutes les techniques, toutes les subtilités. Il ne peut pas être expert en tout. Or, l'administration, par définition, c'est l'expertise. Tout à fait. Et c'est en cela que l'administration oriente les décisions. Et vous en convenez avec moi, dès que vous avez la science, l'expertise pour orienter une décision, vous avez quand même un pouvoir. Et c'est pourquoi on dit la soumission de l'administration au pouvoir politique trouve ses limites dans l'expertise de l'administration qui oriente, qui donne des avis motivés au pouvoir politique. Et c'est déploré dans le programme national de bonne gouvernance, l'immixtion de la politique dans l'administration. Est-elle plus manifeste aujourd'hui? Ce que je puis dire, parce que moi je suis quand même dans l'administration depuis 1990. Donc ce que je puis dire, c'est que depuis 2000, il y a une politisation accrue de l'administration. Et cela, nécessairement, a des conséquences sur le choix des hommes, sur le fonctionnement de l'administration. Vous avez pu le constater vous-même. Aujourd'hui, tous les responsables politiques, tous les responsables administratifs font de la politique. Bah oui, en commençant par vous, monsieur. Par moi, oui, effectivement. Vous êtes politique, moi, je suis maire de rappelons-le, vous êtes maire de Niakhar, vous êtes le patron du mouvement Maxen, vous avez soutenu la coalition Benno Bokk Yakaar. Voilà, voilà. Mais au moins, ce que je puis dire, c'est que moi, j'ai un métier. Je suis administrateur civil de classe exceptionnelle. J'ai fait la faculté de droit. Après ma maîtrise, j'ai fait le concours très sélectif de l'École nationale d'administration et de magistrature à l'époque. Et je suis sorti donc administrateur civil. Mais pourquoi cette ruée vers la politique alors? Puisque vous décrivez, vous dénoncez en tout cas entre guillemets cette immixtion qui ne facilite pas en tout cas le travail. C'est ce qui amène d'ailleurs le spoil system que vous décrivez également dans le livre, le système des dépouilles qui veut que l'avènement d'une alternance change aussi la tête de la haute administration. Donc ce qui veut dire que l'immixtion de la politique est souvent problématique, mais en même temps les fonctionnaires font de la politique. Ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui en sont des exemples. Oui, mais en même temps, c'est vrai, quand une équipe politique arrive au pouvoir, il est normal qu'elle soit accompagnée de fonctionnaires, de cadres qui ont les mêmes convictions politiques. C'est très normal. Ça, c'est le principe. Au détriment de l'intérêt général? Non. Ce que je dis, je n'ai pas fini. Je dis, la limite doit être la compétence. C'est-à-dire à compétence égale, à profil égal, quand même le pouvoir politique peut choisir celui qui est marqué politiquement et positivement pour le pouvoir en place. Mais est-ce que le fonctionnaire fait la part des choses quand même entre son parti et le service? Il devrait faire la part des choses général. Dès lors que quand même, le fonctionnaire, il est l'agent de l'État de façon générale. Il a un statut.
il a un statut. Moi, administrateur civil, j'ai un statut qui me régit. Le fonctionnement de l'administration est régi par des textes de loi et des textes réglementaires. Donc, maintenant, la question, est-ce que le fonctionnaire, il obéit à ces règles-là? Oui. Il doit y obéir. Il doit y obéir, faute, ou en tout cas sous peine de sanctions. Oui. Maintenant, l'interférence du pouvoir politique, qui pourrait peut-être aider, en tout cas à mettre de côté certaines dispositions, c'est cela qui est déplorable. C'est cela qui est déplorable. Et ça peut mettre même, disons, à mal le principe d'égalité. Oui. Et vous le dites aussi dans le livre en moment, ça peut être contre-productif dans la mesure où vous racontez que dès qu'il y a des rumeurs de changement ou de remaniement, il y a des agents, des fonctionnaires qui commencent à un peu ralentir un peu alors qu'ils devraient être toujours dans le feu de l'action. C'est ça qui fait que l'immixtion de la politique est vraiment une mauvaise chose, non, dans l'administration? Oui, parce que malheureusement, vous avez un directeur ou un directeur général qui fait de la politique, qui est maire. Il a un ministre qui est maire ou qui ne l'est pas. Mais il est arrivé des cas où des directeurs généraux ne reconnaissent pas l'autorité de leur ministre. Ils traitent directement avec le Premier ministre ou même le président de la République. C'est arrivé. Et ça, quand même, c'est au détriment du bon fonctionnement de l'administration. Oui, vous en parlez dans l'hypertrophie de la présidence et de la primature. Ça, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que moi, ma conception... Qui fait que ces directeurs généraux, en tout cas, dépendent directement... prennent le ministre comme un interlocuteur. Non, si la structure est rattachée ou placée sous la tutelle de la présidence, il n'y a pas de problème, ou de la primature. Là, le directeur n'est pas, en tout cas le responsable, n'est pas sous l'autorité d'un ministre. Il est sous l'autorité. Si c'est rattaché à la primature ou c'est sur la tutelle de la primature, c'est de la primature qui relève. Quelle relève, pardon, l'autorité. Maintenant, si c'est de la présidence, ok. Mais si vous prenez une société dont la tutelle est assurée par un ministère, et que le directeur général de cette société-là ne reconnaît pas l'autorité de son ministre, ça pose problème. Et ça, ce sont les interférences politiques qui sont à l'origine de ce phénomène-là qui est déplorable. Et donc, pour que l'administration reprenne ses droits, pour que l'administration soit dans l'orthodoxie, il faudrait qu'on fasse la part des choses entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif, donc l'autorité hiérarchique. Le ministre, quelle que soit sa situation, qu'il soit politique ou pas, doit exercer l'autorité hiérarchique sur tous les responsables relevant de son département ministériel. Maintenant, il y a deux choses. Il y a l'autorité hiérarchique qui est exercée par un ministre sur un directeur, mais il y a maintenant le pouvoir, il y a la tutelle qui s'exerce sur, par exemple, la Sénélec est une société nationale. Tout à fait. Donc, le ministre de l'énergie exerce un pouvoir de tutelle sur la Sénélec. Mais le ministre de l'énergie exerce une autorité hiérarchique sur le directeur de l'énergie, par exemple. Voilà. Alors, vous parlez également du cas de ces hauts fonctionnaires Makodou Sène relevés de leurs fonctions et qui restent dans l'expectative d'affectation. Certains restent dans cette situation durant des mois, voire des années. Comment cette situation-là est-il possible? Oui, bon, là aussi, je l'ai dit, parmi les tendances, les nouvelles tendances de l'administration, je ne sais pas maintenant si c'est toujours nouveau, mais en tout cas, c'est une tendance. J'ai dit qu'il y a une gestion opérationnelle des ressources humaines, au recrutement comme durant la carrière. Et ce que vous évoquez là, c'est durant la carrière. C'est vrai. Et là, l'État n'a pas une bonne maîtrise de ces agents. Ressources humaines. De ces ressources humaines. Et ce qui fait que parfois, un agent peut être relevé. Surtout un directeur ou en tout cas
Une autorité peut être relevée et rester des années dans l'oubli, ou en tout cas au frigo, comme on dit trivialement. Et à continuer à toucher sa rémunération, rappelons-le. Oui, mais c'est frustrant. Oui. Chérif, imaginez-vous un père de famille, un haut fonctionnaire, qui reste à la maison des mois, des années. Son épouse, ses enfants, qui lui demandent tous les jours, surtout les enfants, mais papa, pourquoi tu vas plus au bureau? Vous n'allez pas au travail aujourd'hui. Ah mais voilà, c'est frustrant. Et même c'est l'État qui y perd. Parce que quand même, l'État a investi dans les ressources humaines. Mais est-ce que les politiques comprennent? Parce que vous racontez aussi cette scène surréaliste à l'hôtel King Fahd Palace, des hauts fonctionnaires qui interpellent un ministre. Je vais laisser les gens le découvrir dans le livre. Et ce ministre leur demande tout simplement de s'en remettre à Dieu. Oui, je ne vais pas citer le ministre. Bon, c'est dans le livre. Absolument. Mais malheureusement, on en est là. Et au moment où je vous parle, il y a dans tous les corps, les grands commis de l'État, il y en a qui sont aujourd'hui à la maison. Et ça, j'invite vraiment le nouveau pouvoir à y mettre une fin, parce que ça n'est pas normal et ce n'est pas souhaitable. Après avoir formé une ressource humaine pendant des années, après avoir investi, je pense que l'État devrait assurer une meilleure gestion de ces ressources humaines depuis le recrutement. Depuis le recrutement. Parce que là aussi, il y a des problèmes, comme je l'ai indiqué, mais c'est également en cours de carrière qu'il y a également ces problèmes-là. Ces difficultés. On va essayer d'avancer. Il y a beaucoup d'autres questions, puisque, encore une fois, c'est un livre très, très intéressant. Vous abordez également, je le disais tantôt, l'hypertrophie de la présidente de la République et de la primature aussi. Vous affirmez que rattacher des structures d'exécution technique telles que les projets et programmes et agences soulève des interrogations sur la rationalité, la cohérence et l'efficacité. Pourquoi dites-vous cela? Bon, d'abord, ces dernières années, vous l'avez remarqué, l'opinion s'est toujours interrogée sur les budgets de la présidence et de la primature. C'est-à-dire leur importance. Absolument. On dit oui, la présidence c'est 40 milliards, la primature c'est 19 ou 20 milliards. Je donne des exemples. Actuellement c'est 90 milliards, la présidence, c'est ça? Bon, c'est dans ces eaux. Mais ce qui est important, c'est un chiffre qui est dans le livre. C'est un chiffre qui est dans le livre, c'est important. Parce que ce qui est important. Ça a une incidence budgétaire. Ces agences rattachées à la présidence. Vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que ce rattachement-là... Enfin, l'hypertrophie, c'est lié à ça. Quand vous rattachez des agences à la présidence ou à la primature, ces agences-là ont chacune un budget de plusieurs milliards. C'est vrai. Mais dans la loi de finances initiale, on va dire la présidence, je donne un exemple, a 25 milliards de budget. Mais sur ces 25 milliards, si vous déduisez les budgets des agences, mais peut-être le budget va s'en trouver réduit de moitié. Alors, mais le plus grave, à mon avis, c'est que il y a des agences d'exécution qui devraient plutôt relever de la tutelle des ministères techniques. Et maintenant, le pilotage, comme je l'ai dit, le pilotage politique, c'est au niveau de la présidence et de la primature. Les orientations, c'est à ce niveau-là. Les ministères, ce sont c'est vrai. Un ministère aussi, un ministre c'est un homme politique, mais c'est également aussi un chef de service. Et à ce titre-là, à mon avis, sauf exception, on devrait rattacher une bonne partie des agences au ministère et non à la primature et à la présidence. Maintenant, alors exemple, parce qu'à côté de la rationalité, il y a aussi la cohérence. Vous citez par exemple explicitement l'ARTP, disant que vous ne comprenez pas que l'ARTP ne soit pas sous la tutelle du ministère, par exemple, des télécommunications numériques, qui est, en tout cas, l'ARTP rattachée directement à la présidence, comme vous le savez. Voilà, l'ARTP... C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais encore une fois, pour résumer ma pensée, c'est que les agences d'exécution, comme leur nom l'indique, ce sont des structures qui mettent en œuvre des politiques publiques.
Donc, ce sont des structures techniques. C'est vrai. À côté, vous avez des ministères qui, eux aussi, mettent en œuvre les politiques publiques. En ce qui concerne, par exemple, toute la politique en matière de télécommunication, de numérique, Oui. à mon avis, c'est les structures qui évoluent dans ce secteur-là devraient relever de ce ministère-là, Oui. C'est un etc., exemple. etc. Oui. Parce que moi, le principe que je défends, c'est que les orientations politiques, la définition de la politique, Oui. c'est le président de la République qui définit la politique de la Justement, nation. oui, allez-y. Le Premier ministre est chargé de la coordination L'action de l'action gouvernementale. Hmm. Maintenant, on peut comprendre qu'une structure nouvellement créée, pour être incubée par exemple, soit rattachée à la présidence de la République ou à la primature. Oui. Mais à terme, Oui. De le la renvoyer tutelle, à la tutelle, par exemple, oui, dans un ministère technique. Après, il y a une forte connotation politique aussi, hein, Makodou Sène, vous le savez bien que moi. Je veux prendre, par exemple, l'exemple du programme Xëyu Ndaw yi, qui était carrément un engagement du président Macky Sall, qui était rattaché pourtant au niveau de la présidence. Est-ce que c'est pas toujours la politique qui nous rattrape aussi, des fois? Bon, en fait, cette politique-là, quand même, c'était plutôt rattaché au ministère de la Jeunesse. Oui, le programme Xëyu Ndaw yi. Wow, c'est ça. Oui. Bon, maintenant, la présidence était chargée, et c'était normal, Oui. de la supervision. D'assurer la supervision, voilà, ça, puisque c'était- le président avait dit qu'il c'était normal. voulait lui-même suivre ce programme. Ouais, voilà, c'était un programme important. Oui. Mais là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un projet ponctuel, c'est ce que j'ai appelé les administrations de mission. Oui. Par exemple, on crée Oui. une administration pour une mission donnée Oui. et limitée dans le temps. Pour plus d'autonomie. Voilà. En ce moment-là, on peut, si c'est vraiment un programme sensible et important, on peut le rattacher à la présidence ou à la primature parce que c'est quand même une structure dont la mission est limitée dans le temps. Oui. Alors, pour avancer un tout petit peu, on a connu une multitude de programmes et de projets depuis 1980. Ces programmes qui constituent une modalité spécifique de mise en œuvre des politiques publiques plébiscitées par les PTF, les partenaires au développement. Et d'après votre pratique empirique, Makodou Sène, ces programmes sont-ils plus efficaces et adaptés à nos urgences de développement ou pas? Non, il faudrait une étude. Oui. Et il y en a eu quand même. Il y a des structures dont l'efficacité n'a pas été prouvée. D'autres, effectivement, ont pu quand même régler les problèmes. Si l'AGEROUTE, par exemple, c'est pas une administration de mission, mais l'AGEROUTE quand même a pu aujourd'hui régler pas mal de problèmes en matière d'infrastructure. Tout à fait, routière, oui. Donc, Oui. par exemple, là, je dis que... Le PUDC, oui, par exemple. il fallait créer, Oui. par exemple, hein, l'AGEROUTE. Oui. Mais même, je me demande, est-ce qu'il est pertinent d'avoir l'AGEROUTE à côté et le FERA chargé du financement de l'autre côté? Moi, j'ai eu la chance de siéger au niveau du FERA Oui. et de l'AGEROUTE. Oui. Ce sont des structures qui pourraient être... Oui. La Sénélec et Laser, par exemple. Laser, et même, je me demande Oui. s'il ne faudrait pas penser aussi à l'électrification rurale, Oui. l'agence d'économie de l'énergie. Oui. Tout cela pourrait être effectivement regroupé en une seule agence. Oui. Et je pense que à l'origine, c'est la Sénélec qui gérait tout ça. Mais après, bon, il y a eu quand même un besoin peut-être de spécialisation. Parce qu'il fallait caser des gens aussi en politique. Bon, je n'ose pas dire ça. Vous êtes vous-même politique, encore une fois. Je n'ose pas dire ça, mais oui. Chérif, moi, ma conviction, et ça, je l'ai toujours défendu, c'est que il faut rationaliser, il faut réduire le nombre de structures. Oui. Le nombre de ministères... C'est la promesse du nouveau régime, de toute façon. Oui, et moi, je souhaite vivement qu'il en soit ainsi. Oui. Le nouveau régime a fait quand même un progrès, parce que le nombre de ministères est réduit à 25 aujourd'hui, mais il y a quand même les secrétaires d'État. Tout à fait. Macky Sall, en 2012, y était parvenu. Oui.
vous vous rappelez, Oui. au départ, Macky Sall avait ramené à 25. Il a été rattrapé Mais aussi, après, voilà. Oui. Il faut souhaiter que le nouveau régime Oui. ne fasse pas la même chose. Oui. Mais mieux, moi, je suis convaincu que le nombre de ministères, de 25 aujourd'hui, plus des secrétaires d'État, pourrait être réduit. Suffisant. Je vous rappelle qu'aux Oui. États-Unis, nous n'avons que 15 ministères. Oui, mais c'est les États-Unis. Oui, mais attendez, Chérif. Oui. Si aux États-Unis, on peut avoir 15 ministres, Oui. 15 départements secrétariats, mais pourquoi pas au Sénégal? Aujourd'hui, à mon avis, on pourrait avoir moins de 25 ministres. Et j'ai fait des propositions dans ce sens. Dans ce livre, effectivement. Oui. Question d'actualité. On vient de boucler les 100 jours symboliques. Qu'est-ce que vous remarquez? Quels sont les changements ou bien les constats que vous avez pointés durant ces 100 jours symboliques? Bon, 100 dans jours, le bon comme dans le mauvais sens. Hein. 100 jours quand même, à mon avis, Oui. c'est pas suffisant pour évaluer, à mon avis. C'est vrai? Et je me suis toujours gardé, vous pouvez demander à ceux qui me connaissent, je me suis toujours gardé pour l'instant d'apprécier l'action du nouveau pouvoir, à mon avis. Parce que 100 jours, c'est vrai, c'est symbolique, c'est retenu partout qu'après 100 jours, on peut faire une première évaluation. Oui. Mais à mon avis, je trouve qu'il est quand même trop tôt Oui. pour le faire. Oui. Maintenant, il y a, à mon avis, de bonnes choses, Oui. comme d'autres qui le seraient moins. Comme quoi? Mais encore une fois. Comme quoi, par exemple? Encore une fois. Oui. Bon, à mon avis, les nominations, on pourrait quand même y revenir. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que au niveau des profils, Oui. à mon avis, on pourrait quand même revoir. Parce que jusqu'à présent, par rapport à ce qu'il y avait sous Macky Sall, il n'y a pas de changement pour le moment. Au niveau des nominations. Dans quel domaine, par exemple? Non, mais les nominations à haute fonction de l'État. C'est des nominations politiques, c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne dirais pas que c'est politique. Je ne le dirais pas. Oui. Mais en tout cas, par rapport au profil, etc., ce qui se faisait, la pratique sous Macky Sall, jusqu'à présent, à mon avis, Oui. on n'y est pas encore. Donc pour vous, rien de nouveau sous le soleil? Non, il y a quand même des choses. Oui. Parce que le nouveau pouvoir, je sais qu'aujourd'hui, il y a des commissions, il y a un travail qui se fait en vue de rationaliser le fonctionnement de l'État. Oui. Et ça, à mon avis, moi en tout cas, j'applaudis. Oui. Il faut rationaliser. Il faut diminuer le nombre de structures. Et pour cela, il faut une étude. Oui. Il faut une étude. Et même là, vous voyez, pour les agences, en 2000, la loi d'orientation dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus créer une agence sans une étude préalable d'impact. Oui. Mais ce texte-là n'est pas appliqué de façon systématique. Parce que, avant de créer une structure, il faut quand même une étude. Oui. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a un décret qui prévoit, un décret de 2017, qui prévoit que pour créer une structure, quelle qu'il soit, il faut l'avis du bureau organisation et méthode. Oui. C'est pas le cas. Le BOM. Il y a des structures, le BOM, il y a des structures qui sont créées sans l'avis du BOM. Mais parce qu'il y a les alliés politiques qui frappent à la porte. Vous le savez mieux que moi. Mais il faut quand même. Moi, comme je l'ai dit, Chérif, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand on gagne, on a des fonctionnaires, des agents qui étaient là, qui ont quand même lutté, qui ont l'expertise. Je l'ai dit et je le réitère. À expertise, à profil égal, mais on peut prendre quand même un camarade politique. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mako de Sène. La subordination politique, la transformation et l'adaptation permanente, le recours à la concertation, la tendance à l'accroissement des services publics et la superposition de l'administration centrale et des administrations décentralisées sont pour vous les 5 caractéristiques de l'administration sénégalaise. Vous développez tous ces thèmes dans ce livre. Merci beaucoup. Oui, mais pour terminer, pour répondre à certaines questions, il y en a qui me disent, mais pourquoi vous n'avez pas parlé des collectivités territoriales, les communes et les départements? Pourquoi vous n'avez pas parlé du secteur parapublic? Eh bien, je donne rendez-vous
à cela, Inch'Allah. Oui. Je commence déjà à réfléchir à ces questions-là et peut-être que... On va revenir sur tout cela. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Chérif. chers téléspectateurs. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.